Bienvenue au lycée Jules Garnier. Donc, on a invité pour ces tables rondes qui se transforment en une table ronde avec deux thématiques. Donc, du coup, les 6 intervenants vont intervenir sur les 2 thématiques, si j'ai bien tout compris, sur les intelligences. Voilà. Donc, c'était tout normal avec un tel sujet que ça se passe à Garnier. On est bien d'accord. Et donc, on a invité les institutions qui sont pas représentées parce qu'il y a pas mal de choses à l'actualité en ce moment. On a invité des entreprises, toutes nos entreprises partenaires, et puis les corps d'inspection, bien sûr. On attend encore un inspecteur qui va arriver un petit peu plus tard sur la partie SI. Et puis tous les étudiants de classe prépa qui sont là avec tous leurs enseignants et les enseignants de SI et d'autres matières, avec aussi des élèves de première et terminale spécialité SI et NSI sur le bac général. Voilà. Donc un bel auditoire. Tous ceux qui sont au fond, donc ceux qui feront une synthèse, ils devront m'envoyer un compte rendu. Et donc je vous souhaite une bonne table ronde. À vous. Merci à la SLN pour cette initiative. Merci à Elric Thomas qui a coordonné avec la SLN cette belle initiative. Dans le cadre de la fête de la science, et toujours dans ce cadre-là, il y avait hier, pour ceux qui ne savent pas, les Olympiades de la SI, avec Jules Garnier qui a encore brillé, puisqu'on a remporté le premier prix en terminale SI, le deuxième prix et le deuxième prix sur les premières. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Bonne table ronde. Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. Alors, je m'appelle Guénaud et je vais être le maître de cérémonie de cette table ronde. Avant de commencer, avant que vous fassiez la découverte de nos invités, je voudrais vous poser une question. Vous avez compris que les tables rondes, c'était au sujet des intelligences. Alors pour vous, il existe combien d'intelligences? Combien? Dites des chiffres. 130. J'entends 130 ici. Je pense qu'on explose les compteurs direct. Combien? Bon, au lieu de les compter, on va les nommer. Est-ce que vous connaissez des intelligences? Alors, j'écoute. Logico-mathématiques. Merci. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Ça fait une. Comment tu t'appelles? Comment? Niels. Merci Niels. Donc l'intelligence logico-mathématique. Ok. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre encore comme intelligence? Émotionnelle. Ok. Comment tu t'appelles? Laura. Merci Laura. On peut applaudir Laura. Allez, je suis sûr que vous en connaissez d'autres encore des intelligences. Alors artificielle, bien sûr, ouais, la dernière qui vient d'arriver là sur le marché, sur le mercato, on va pas mal en parler, probablement. Ok, laissons ça de côté pour l'instant. Dans les autres intelligences. Spatiale, ouais. Qui c'est qui a dit ça encore? C'est Niels, hein? Non mais Niels, ça va maintenant, hein, tu peux... Oh, on peut quand même applaudir Niels, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme intelligence? Vous connaissez quoi? Médical, c'est ça? Comment? Musical? Qui c'est qui l'a dit? Niels. Effectivement, il y a l'intelligence musicale. Bon, il y a quoi d'autre encore comme intelligence? Il y en a d'autres. Intrapersonnel. Mais ouais. Non, mais le mec a révisé. Ok. Alors, c'est quoi intrapersonnel? C'est quoi l'intelligence intrapersonnelle? C'est quoi? Intrapersonnel. Ça veut dire quoi? Intra. À l'intérieur, on est d'accord. Bon, Niels, ça veut dire quoi? Tu veux monter pour t'asseoir? Parce que regarde, il y a une chaise de libre. Allez, viens, allez. Bon, c'est quoi? C'est se connaître soi-même. Voilà, savoir que quand on, par exemple, si on est fatigué, savoir qu'on est fatigué, tout simplement. Ok. Alors, quoi d'autre encore? S'il y a la intrapersonnelle, il y en a une autre. Alors, c'est pas la extra, c'est la interpersonnelle. Ouais, c'est l'intelligence des rapports avec les choses qui nous entourent, les personnes qui nous entourent. Puis il y en a une que vous n'avez pas nommée encore. Celle du corps, elle a un nom spécial. J'ai entendu là. Kinésie. Ouais, kinesthésique.
kinesthésique, l'intelligence du corps. Les personnes qui sont capables de faire des saltos arrière assez facilement, sans trop d'entraînement, ce genre de truc, assez énervant. Vous voyez le genre. Ok, encore une autre? Allez, une dernière, puis après je laisse la parole aux invités. Alors, une autre? Naturaliste. Ça vous dit rien? Alors c'est l'occasion pour moi de commencer les présentations avec les personnes qui sont sur scène, que vous allez pouvoir applaudir évidemment. Et on commence avec Jenny. Alors Jenny, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, nous dire qui tu es? Bonjour, donc moi je suis Jenny, je suis ingénieure d'études à la SLN, donc depuis moins d'1 an. Donc grande partie de ma carrière, je l'ai fait dans le milieu industriel. Donc je travaille principalement sur le process, l'optimisation du procédé. Donc aujourd'hui, je suis là pour parler intelligence. Donc comme l'a dit Guénaud, l'intelligence, il en existe plusieurs, sous plusieurs formes. Donc le plus important pour moi, c'est de savoir comprendre les choses, les reconnaître, les analyser, agir quand il y a des problèmes et savoir quand s'arrêter. Merci voilà. Jenny, on peut applaudir Jenny s'il vous plaît. Ok, à côté de toi, Jenny, on a Nicolas. Nicolas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, donc moi je suis Nicolas, je suis chef de département des systèmes d'information à la SLN, donc plus communément appelé encore trop souvent département informatique. Et justement, moi, mon rôle en fait en tant que manager, c'est d'orchestrer les différentes formes d'intelligence dans les équipes, et donc que ça soit humaine ou artificielle. Et ça fait depuis déjà un bon moment que ça existe, cette collaboration. Merci Nicolas. Tu peux passer le... Oui, on peut l'applaudir. Audrey. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Audrey, je travaille au sein des casinos de Nouméa et je suis chargée de développement en ressources humaines. Ce qui est intéressant dans mon métier, ça fait maintenant 7 ans que j'exerce dans les ressources humaines et j'ai exercé dans plusieurs entreprises. C'est de voir comment toutes les intelligences aujourd'hui s'imbriquent, l'intelligence humaine, l'intelligence machine, et comment cette imbrication fait évoluer les relations de travail et nos organisations aujourd'hui. Merci Audrey, on peut l'applaudir. Sébastien, présente-toi. Bonjour, donc Sébastien Saramenia, moi je suis chef du département environnement minier à la SLN. Et depuis pas très long, depuis que 5-6 ans, et sinon j'ai fait effectivement toute ma carrière soit dans le monde de la mine ou dans le ou associé. Et effectivement, plus mon rôle c'est de dans une société minière, c'est de d'essayer de faire comprendre, ou en tout cas de faire percevoir que l'environnement n'est pas une contrainte ou n'est pas un objet à éliminer pour pouvoir aller explorer ou pour pouvoir aller exploiter une ressource qui est dessous, mais c'est elle-même une ressource et très importante et qu'il est nécessaire de la préserver. Et on rappelle que la biodiversité en Nouvelle-Calédonie est exceptionnelle. On est le 3e hotspot de biodiversité au monde, ce qui, pour 2 raisons principales. Après, je vais laisser la parole. Ça y est, c'est parti. Ouais. La première, c'est parce que on a 70-80%, en moyenne, ça dépend de taux d'endémicité, mais c'est surtout du fait que 70% de la biodiversité initiale a disparu. Donc, le fait d'être un hotspot n'est pas que de la richesse, c'est qu'une grosse partie de cette richesse a déjà disparu. Et donc voilà. Maintenant, je sais. Et sinon, moi, l'intelligence, justement, d'amener peut-être, je sais pas, un regard. En tout cas, ce que j'ai différent, c'est que l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. C'est un oxymore. L'intelligence est une propriété du vivant. Bim! Allez, ça c'est dit. On peut applaudir Sébastien. Ça va faire débat. Ça va faire débat, évidemment. On est là aussi pour débattre. Thibaut. Donc bonjour à tous, Thibaut Genin, moi je suis RH aussi, en charge des cadres de la SLN. Succinctement, dans mon parcours, je suis passé notamment par l'armée, j'étais officier dans les troupes aéroportées. Ouais, carrément. Avant d'aller sur des postes de RH, et vous connaissez peut-être tous cette citation: il n'est de richesse que d'hommes. Ça, c'est quelque chose que l'on partage, que l'on soit dans un secteur industriel, dans l'armée ou même dans d'autres fonctions et d'autres univers. On va utiliser des outils pour faire plein de choses. Parfois sauter d'avion en presque parfait état de marche. Parfois utiliser des gros véhicules pour aller exploiter des centres miniers. Mais in fine, qu'importe l'outil, à la fin, il y a toujours cet enjeu de la prise de décision. Et cette prise de décision, elle est
in fine, là, dans tous les cerveaux qui sont autour de cette table ronde. Et c'est ça qui va être intéressant à aborder aujourd'hui. C'est votre rôle et le rôle de votre cerveau face à l'intelligence artificielle. Merci Thibaut, on peut l'applaudir. Et Marie-Claude. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Marie-Claude, ou MC peut-être. MC, pendant tu me les fais compétition, c'est moi le MC. Donc je suis responsable logistique au sein de la société Le Nickel, donc je m'occupe de tout ce qui est approvisionnement minerai et mixte minerai pour alimenter les fours de fusion. Et donc, je travaille avec une équipe de 3 agents maritimes. Et mon rôle, il est essentiellement de maintenir une synergie entre différentes entités de l'usine afin d'atteindre des objectifs de production et de façon la plus optimisée possible. Et selon moi, une des intelligences que j'utilise le plus, c'est certainement l'intelligence émotionnelle, puisque je travaille énormément avec l'humain et je tiens à rappeler que l'humain est au cœur de nos métiers. Voilà. Merci Marie-Claude. Alors Marie-Claude, vous la connaissez tous et toutes, et vous savez pourquoi? Tout le monde l'a déjà vue ici. Tout le monde. Je ne chante pas, non. Non, tu ne chantes pas, mais tout le monde l'a déjà vue. Si. Alors, des idées? Ouais, elle est sur la SLN, elle est en affiche immense de 20 mètres de haut. Et ouais, c'est elle est là et elle signe des autographes à la fin. En vrai? Voilà. Non. Non, bon, elle ne signe pas d'autographe à la fin. Non, par contre, je tiens à rappeler que cette photo, elle a été mise en valeur pour rappeler que dans nos métiers qui sont actuellement beaucoup masculins, les femmes ont toute leur place. Voilà. Merci, on peut l'applaudir pour ça. Et ça me permet de rebondir en tant que RH qui fait aussi un peu de recrutement, que 34% de nos managers sont des femmes. Donc les filles, en avant. Merci. Mais ça aussi, ça s'applaudit. Merci. On peut l'applaudir aussi. Ok. Alors, peut-être l'avez-vous compris, mais on aimerait bien que vous participiez. On aimerait bien que vous aussi, vous puissiez poser des questions. Pour commencer, je vais le faire. Mais après, si il y a des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à lever la main. On viendra vous apporter un micro ou pas si vous parlez suffisamment fort. Donc on a envie que vous soyez avec nous autour de cette table ronde. Bon, c'est parti. Alors, effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un véritable tsunami. On en vient très vite à en parler quand on parle d'intelligence. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. On les a citées tout à l'heure, les différentes intelligences. Il y en a une en Calédonie dont on a parlé particulièrement là, à l'instant avec Sébastien, c'était l'intelligence du vivant. C'est quoi la différence entre l'intelligence des machines et l'intelligence du vivant? Première question. Qui a envie de répondre? Audrey? Voilà. Allez Audrey, c'est toi qui as le micro. Alors Audrey, c'est la seule représentante en dehors de la SLN. Donc toi, tu as dit que tu travaillais au casino. Oui, c'est ça. Alors juste avant que tu répondes à la question, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce qu'au casino, vous utilisez l'intelligence? Et est-ce que vous utilisez déjà l'intelligence artificielle? Alors, on n'utilise pas encore l'intelligence artificielle. C'est ce vers quoi on tend aujourd'hui pour pouvoir objectiver plus de prise de décision, notamment dans la planification des personnes. Après, sur les types d'intelligence qu'on utilise aujourd'hui, on a beaucoup de types d'intelligence. Alors moi, je vais parler plutôt du côté ressources humaines. On va avoir de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence alors émotionnelle parce que dans les relations interpersonnelles, on doit la mettre en œuvre. De l'intelligence machine parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans les casinos, on a des machines à sous. Donc forcément, il faut qu'on puisse remonter de la donnée, la traiter. Voilà, on utilise toutes ces intelligences-là et on essaie de les imbriquer pour pouvoir faire évoluer aussi la société avec notre temps. Et après, la question, alors je ne m'en souviens pas. La question, c'était quelle différence tu fais entre l'intelligence du vivant et l'intelligence artificielle? Alors peut-être que déjà, on pourrait définir ce que c'est l'intelligence. Pour moi, l'intelligence, ce serait la capacité qu'on a à résoudre un problème qui nous est inconnu
en actionnant différents leviers. C'est-à-dire qu'on va aujourd'hui, un être humain va agir de façon mécanique. C'est ce qui peut arriver quand on conduit un scooter, une voiture. On a tout le temps l'habitude de faire ce trajet. Il y a des moments où on se met un peu en mode veille. Donc on agit par mécanisme, automatisme. Et à un moment donné, on va avoir un arbre sur notre route, comment on va faire pour contourner cet arbre et arriver à notre objectif. Et là, on va devoir actionner différents mécanismes d'intelligence, donc appuyer sur de l'intelligence émotionnelle, sur notre vécu, sur plein de choses et qui vont faire qu'on va arriver à résoudre ce problème-là. Pour moi, donc la différence avec l'intelligence machine. Ouais. On peut peut-être laisser la question pour l'instant en suspens. Ouais. Et je vais me tourner vers Marie-Claude. Pour toi, c'est quoi l'intelligence? Juste l'intelligence. C'est être capable de tout remettre en question. Une sorte de doute permanent? Ouais, de doute permanent. À chaque fois, se poser la question de l'information qu'on traite, ce qu'elle vaut, d'où elle vient, comment elle a été établie. Et pour moi, c'est vraiment être capable de tout remettre en cause. C'est très lié à l'esprit critique? Tout à fait. Ok. Presque synonyme pour toi? Presque, ouais. Presque, ok. Merci pour cette définition. Est-ce que, Nicolas, tu nous donnerais une définition? Ça va dans le sens, justement, je pense, des exemples. Ce que vous voulez dire, Audrey et Marie-Claude, moi je dirais plus d'un point de vue général, c'est la capacité, en tout cas, mettre en œuvre les différentes capacités d'un système pour créer quelque chose ou analyser, en tout cas fournir un livrable. Et donc, quand je parle capacité, c'est capacité visuelle, c'est capacité de raisonnement, capacité émotionnelle, capacité de remise en question. Donc toutes ces capacités qui ne sont pas forcément que limitées aux êtres vivants, parce qu'on arrive justement à avoir des capacités de raisonnement, capacités de mémoire dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et toute cette mise en œuvre de capacités, pour moi, devient l'intelligence derrière. Et pour toi, un système, finalement, c'est l'assemblage de tout ça, et d'humains et de machines, c'est un peu... Un système, c'est quelque chose. Donc après, on peut savoir n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui reçoit un bidule, qui reçoit un ou plusieurs paramètres en entrée, qui fait la magie et qui ressort quelque chose de différent derrière. Ok, merci pour cette définition. Thibaut, c'est quoi ta définition de l'intelligence? Je vais me permettre de rebondir effectivement sur pour souligner quelque chose, un élément important dans l'intelligence humaine, c'est la notion de libre arbitre. Ce que l'on ne retrouve pas forcément dans la façon dont un ordinateur va exécuter son code, son algorithme, et vous proposer quelque chose, un livrable à la sortie. La notion de libre arbitre, c'est le propre de l'humain, et ce qui fait que parfois la décision prise par l'humain est contralogique. Je vais prendre un exemple dont on avait abordé la dernière fois où on s'est vu avec mes collègues, qui m'avait frappé. Donc début des années 80, affrontement des blocs de l'Ouest et blocs de l'Est. Un officier de conduite russe aperçoit sur donc il était au contrôle et il avait la capacité de déclencher les feux nucléaires. Il a sur son tableau de bord une grosse alerte, parce qu'il y a des missiles qui sont en approche de la Russie, de l'URSS, venant des États-Unis. Il y avait eu les jours d'avant une montée, déjà quelques signaux un peu forts d'affrontement entre les Américains et les Russes. Un ordinateur, ça c'est ma façon d'interpréter les choses, aurait pu dire « Ok, algorithme, montée en tension, donc du coup je vais passer au curseur supérieur ». Et puis, in fine, puisque les missiles sont détectés, lancés, et que donc du coup la capacité, j'ai quelques secondes pour intervenir, il aurait déclenché les contre-mesures, à savoir le feu atomique russe. Cet officier de conduite a utilisé son libre arbitre et n'a pas engagé. On est passé à deux doigts, au début des années 80, de la guerre nucléaire totale. Et ça, c'est grâce à l'intelligence humaine, et c'est pour moi une façon de répondre à ta question. C'est cette forme de libre arbitre qu'un ordinateur n'aurait, à mon sens, pas eu.
il y aurait eu un risque que l'ordinateur, bêtement, déclenche en retour les feux nucléaires. Parce que l'algorithme code naturellement comme ça. Donc on est passé finalement à ça de la fin Oui, de et l'humanité. c'était une erreur, je vais pas préciser, effectivement. En fait, c'était juste un bug et il n'y a jamais eu de départ de missiles américains. Ok, donc c'était un faux signal qui était sur le radar. Donc on est passé à ça de la fin de l'humanité. Il y a déjà des questions? Ok, allez. Bonjour. Une question, est-ce que pour vous qui exercez ces métiers avec des personnes, vous mesurez l'intelligence? Et la deuxième, c'est quand vous avez défini tout à l'heure l'intelligence, ça se rapprochait beaucoup de la démarche scientifique. Très bonne question. Qui a envie de répondre? Et vous avez 3 heures. Voilà. Non mais c'est vrai que Je vais... ça nous plonge dans des abysses de perplexité, tout ça, et presque des questions philosophiques. Hein. Thibaut, tu veux dire un truc? Oui, alors, comme je suis RH, je vais faire une très belle réponse de RH et donc beauté en touche. Tu peux nous rappeler ce que c'est, RH quand même? Ouais, ressources humaines. Voilà, ressources humaines. Voilà, c'est l'art d'aimer les autres. Et je vais m'appuyer pour répondre à la question sur un exemple qui a eu lieu il y a quelques jours en Australie. Un cabinet d'audit ou de conseil, Deloitte pour ne pas le citer, s'est fait choper parce que ils ont vendu très cher un rapport qui en fait était truffé d'erreurs et intégralement conçu avec l'IA. Là, on a une belle façon de mesurer l'intelligence ou alors la non-intelligence. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui n'est pas en mesure de faire preuve de son libre arbitre et de prendre du recul sur un outil, c'est quelqu'un que je ne vais pas retenir d'un point de vue RH parce qu'il ne contribue pas à l'intelligence collective. 80 000 euros, si je ne m'abuse. Ce rapport a été facturé 80 000 euros. Dur. On n'a pas entendu Jenny sur sa définition de l'intelligence. Pour toi, ça serait quoi l'intelligence? J'ai déjà répondu. C'est vrai? Oui. C'est vrai, t'as déjà répondu? Ah oui. Oui. Tout à l'heure, dans ton introduction, tu nous as déjà dit ça. Dans ton métier, est-ce que tu as une définition de l'intelligence particulière? Donc l'intelligence artificielle, on l'utilise depuis longtemps. Donc là, on l'utilise beaucoup plus actuellement parce qu'elle est là au quotidien. J'ai le droit de citer ChatGPT? Mais oui. Okay. Mais oui, c'est presque devenu en fait un nom commun de ChatGPT. Donc voilà, on l'utilise autant à la maison, on l'utilise aussi dans la vie professionnelle. L'IA, elle est partout dans nos process. Ça va être l'analyse de nos données, puis tout ce qui va être mis en place pour optimiser la production, etc. Donc, la question? Qu'est-ce que c'est pour toi? Et surtout, est-ce que vous avez une capacité de la mesurer, cette intelligence? Là, actuellement, je dirais on la mesure avec les performances de notre procédé. Quand notre procédé il va être entièrement régulé en automatique, donc là, c'est comme ça qu'on va mesurer si l'IA est efficace ou pas. Et est-ce que ça contrairement à une action manuelle, pardon. Et est-ce que ça se rapproche aussi de la démarche scientifique, l'approche que toi tu as avec ces systèmes intelligents qui permettent de réguler les procédés industriels? Qu'est-ce que vous appelez démarche scientifique? Qu'est-ce que vous appelez démarche scientifique? Alternance, expérience, Tiens, je te laisse répondre. Et dans le but de toujours optimiser, comprendre mieux, et ça se rapproche de plus. Tu veux répondre, Nicolas? Ouais, je pense avoir. Enfin, je vais apporter peut-être une partie de la réponse. En fait, on s'en fiche de l'intelligence. Aujourd'hui, on a le QI. Le test QI aujourd'hui, c'est un test qui a été construit par un groupe de personnes selon une certaine méthodologie qui reste encore à discuter. Et si tous les êtres super intelligents étaient au pouvoir, je suis pas sûr non plus que ça résoudrait tous les maux du monde. Comme on le disait justement comme disait Jenny, en fait le but nous c'est le résultat. En tout cas en termes d'entreprise, il faut qu'on arrive à une finalité, à un livrable, et quelles que soient les intelligences ou les capacités qu'on va mettre en œuvre, tant que le résultat est là pour le bien-être soit de la société, soit de l'entreprise,
en fait, on s'en fiche du niveau d'intelligence ou de type d'intelligence que l'on a derrière. Donc, on va pas mesurer l'intelligence parce que je pense que personne ne peut se permettre de dire qu'il est capable de mesurer ce type d'intelligence-là, mais mesurer le résultat ou justement la méthode, comment on y arrivait assez rapidement ou pas à ce résultat-là. Ok, merci Nicolas. Sébastien, est-ce que toi, dans ton métier, plutôt du côté environnement, biologie, est-ce que l'intelligence, ça se mesure? Puis ça ressemble à quoi l'intelligence dans le vivant? Alors, j'aurais fait la même réponse que Nicolas. Si ça se mesure au niveau humain, c'est le test de QI qui mesure ce que l'on peut appeler l'intelligence. Et justement, de ce que j'entendais précédemment, je pense qu'on a peut-être un biais, c'est que j'ai un peu l'impression qu'on confond connaissance et intelligence, qui sont deux choses totalement différentes. Le QI, ne teste pas la connaissance. Il teste l'intelligence. Et logico-mathématique. Pas que. Les nouveaux tests de QI ne sont justement, c'était peut-être des démarches des anciens tests. Les nouveaux tests de QI, justement, ne testent pas que la démarche logico-mathématique, mais testent également les autres intelligences, qui permettent de classer les personnes, justement, dans tel ou tel type d'intelligence et d'avoir une image, enfin, de donner une image, ou du coup, un peu plus juste de l'intelligence d'une personne. Et moi je dirais que l'intelligence, pourquoi effectivement je me refuse à parler d'intelligence artificielle, je persiste et je signe. C'est peut-être mon côté vieux con aussi, parce que je suis né dans quelques-uns ici, on est né à une époque où il y avait pas d'internet. Ou quand il fallait chercher une information, il fallait aller à la bibliothèque, Souviens-toi, Sébastien. Voilà, ouvrir ce qui s'appelait quelque chose d'hallucinant, une encyclopédie ou un livre, enfin des choses. Tourner les pages. Des choses que les gens à l'heure actuellement, que les jeunes ne comprennent même pas en fait. Faire des photocopies. Voilà. Donc toutes ces choses-là, donc c'est peut-être ça qui mais je me refuse à parler d'intelligence artificielle à l'heure actuelle. Et intelligence naturelle, ça c'est ok. Et l'intelligence pas naturelle, c'est un peu compliqué. Depuis Platon, il y a énormément de gens qui ont réfléchi à ça, donc je ne suis pas du tout à leur niveau. Mais je dirais que c'est de l'élan vital. C'est la capacité d'auto-organisation de la vie par elle-même pour subsister, se perpétuer et s'adapter à l'environnement. Et donc ça se décline au niveau cellulaire jusqu'au niveau macroscopique, au niveau organisme pluricellulaire. Et donc c'est cette capacité-là, c'est cet élan vital-là pour subsister ou s'adapter par rapport justement à un monde qui change derrière. Et si je l'applique, si j'essaie d'en donner plus une définition pour l'homme, l'être humain, et que je trouve que ça répond aussi à cette première partie, c'est cette capacité de voir au-delà ça rejoint ce que disait Marie-Claude, c'est cette capacité de voir au-delà des apparences. Pour moi, c'est ça l'intelligence. C'est écarter le voile qu'on a devant les yeux et comprendre ce qu'on ne voit pas. Et donc voilà, parce que si on a effectivement, je crois comprendre qu'on a un public qui est plus scientifique, j'ai cru comprendre, mais toutes les grandes ruptures scientifiques, toutes les grandes inventions scientifiques, toutes les grandes nouvelles théories ont toutes été faites à l'inverse de l'expérience empirique. Que ça soit Galilée, l'inventeur de la physique moderne, que ça soit Newton, que ça soit Einstein, toutes leurs théories ont été faites contre la démonstration empirique. Est-ce que tu peux expliquer ? Alors, si on prend Galilée, par exemple, qui a démontré que la vitesse d'un corps en chute libre était indépendante de sa masse, donc une plume tombe aussi vite qu'une bille de plomb, et que si on ne le voit pas sur Terre, c'est parce qu'il y a la résistance de l'air. Vous faites l'expérience 250 millions de fois ici, 250 millions de fois, la plume atterrira après la bille de plomb. Donc vous mettez ça dans un ordinateur, avec les connaissances de l'époque. L'ordinateur, 250 millions de fois, il va vous faire des jolis tests statistiques et il vous dira qu'une bille de plomb tombe plus rapidement qu'une plume. Et la théorie est fausse. Et pour y arriver, il a fait une expérience de pensée. C'est-à-dire qu'il s'est dit, je prends deux billes que j'accroche l'une à l'autre. Une lourde et une fine. Et je les jette. Et donc, si la théorie est juste, qui était celle de Aristote à l'époque, si la théorie est juste, la bille plus lourde va tomber avant. Sauf que c'est un système qui est cohérent. Donc, la bille plus légère va ralentir la bille
l'habit plus lourd. Et que le système constitué plus lourd va descendre moins vite qu'une partie du système qui est moins lourde. Donc la théorie est fausse. Et donc partant de là, il a développé sa nouvelle théorie. Et il pouvait faire des expériences dans le vide ou c'était vraiment dans la pensée? Et c'était que Galilée en 1600 et quelques, des chambres de vide, ça existait pas des masses. Donc c'était juste une expérience de pensée. Et c'est la réalité en fait. Einstein c'est pareil, c'était des choses qui n'ont pas pu être démontrées. Et donc pour moi c'est ça, c'est voir au-delà des apparences en fait. Et démontrer a posteriori parfois. Et la plupart, enfin en tout cas les dernières théories démontrées a posteriori. Et donc, tu as dit donc l'auto-organisation pour l'intelligence naturelle, l'auto-organisation, la capacité d'auto-organisation. Et alors, par exemple, on prend 2 atomes ou 3 atomes, 2 atomes d'oxygène ou un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène. Hop, ils s'assemblent. C'est intelligent? C'est pas intelligent? Là, on est au niveau de la particule quantique. Là, je parle d'organisation du vivant. Un atome n'est pas un organisme vivant, c'est juste de la matière, régi par des forces, etc. Donc, et voilà. Et après, je suis pas un spécialiste du monde quantique, mais je crois qu'un des grands problèmes à l'heure actuelle, c'est d'essayer de comprendre ou d'expliquer pourquoi la matière au niveau atomique est régie par des lois quantiques et pourquoi la matière au niveau macroscopique n'est plus régie par des lois quantiques. Je crois pas que cette question ait été résolue scientifiquement parlant. Mais je suis pas un spécialiste, peut-être que des gens dans la salle pourront répondre. Mais cela dit, ça sort de notre sujet. Ah, on a une question. C'est une question? Alors, bonjour, moi je m'appelle Gabriel. Et désolé, j'ai pas retenu les prénoms de chacun, mais ma question s'adressera au monsieur qui a parlé, qui vient de finir de parler à l'instant. Sébastien. Oui, pardon, Sébastien. Vous avez dit qu'il y avait une certaine confusion entre connaissance et intelligence. Alors, peut-être parce que j'ai une mauvaise perception de l'intelligence, mais pour moi, l'intelligence, c'est une extension de la connaissance. Parce que l'intelligence est obligée de s'appuyer sur un support que constitue la connaissance. Et donc, je ne comprends pas comment il peut y avoir intelligence sans connaissance. Très bonne question. J'ai pas dit qu'il y avait intelligence sans connaissance. J'ai dit que l'intelligence, c'est plus que de la connaissance. Effectivement, quelqu'un qui va être un artiste... et donc de l'intelligence artistique, qu'elle soit, je sais pas moi, de la peinture ou comme on a parlé de la musique, il va y avoir de la connaissance de ce qu'est la musique ou la partition ou ce genre de choses. Mais ça va l'amener à percevoir, donc il a une certaine connaissance, mais il va aller au-delà justement de cette simple connaissance. Et donc il est capable de voir au-delà de ce qu'il connaît. Et pour moi, un ordinateur ne voit pas au-delà de ce qu'il connaît, puisque derrière tout ça, ce ne sont que des algorithmes, ce ne sont que des modèles mathématiques qui donnent un résultat statistique de probabilité qu'un mot arrive après un autre le plus probablement possible, compte tenu du fait qu'il a analysé des millions de données préalablement. Or, et la personne qui a construit ChatGPT ou autre, ou Perplexity ou ce qu'on veut, ce modèle-là, pour l'instant, c'est pas un ordinateur, c'est un être humain qui a mis ça en place. Finalement, l'intelligence artificielle ne fait que mimer l'être humain. Même pas. Ce n'est pas de l'intelligence. Ce n'est pas de l'intelligence. C'est un fantastique outil de plagiat. Oui, mimer. mais c'est pas de l'intelligence. Oui, ou ça mime, mais c'en est pas, quoi. Je pense que c'est marrant que tu insistes là-dessus. En discutant avec un ami, il avait regardé une vidéo de Étienne Klein qui signalait que en fait intelligence artificielle était une mauvaise traduction de l'anglais et que du coup le mot intelligence ne voulait pas dire en français ce qu'elle voulait dire en anglais, qu'en fait c'était juste le mot intelligence en anglais c'était du traitement de données, et que nous on l'a traduit et on l'a assimilé à ce qu'on appelle dans notre bon français intelligence, et donc ça pouvait porter forcément en conclusion. Et j'avais trouvé ça super intéressant en me disant j'avais jamais fait attention à ça. Voilà. Merci pour ce partage. J'allais y venir exactement à ça, justement. C'est que, comme je l'avais mis aussi, on m'a demandé de mettre des petits trucs là, c'est que justement, ce qui est important, enfin je pense que le vocabulaire, le langage, et la complexité du langage et la connaissance de la complexité du langage sont des outils indispensables à l'intelligence.
et que la perte du langage, la perte de la subtilité du langage et des mots sont un des mots majeurs de notre époque, de dégradation de l'intelligence. Si on ne sait pas parler, on ne sait pas penser. Très intéressant. Merci Sébastien pour ce partage. Tu as parlé de plagiat, Marie-Claude, en disant que l'intelligence artificielle... non, c'était toi, Sébastien, qui disait que l'intelligence artificielle fait des plagiats. Est-ce que les enfants ne font pas des plagiats de leurs parents? Pour avoir un enfant, je dirais que si, et trop bien, voire mieux. Mais oui. Donc pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, finalement, ils imitent leurs parents, un peu comme les modèles de langage imitent l'intelligence humaine. Alors, Niels, tu as une question. Du coup, pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant et pour poser une question un peu étymologique, en fait, il me semble que l'intelligence vient du latin de interligere, qui veut dire faire des liens. Et du coup, l'IA, en puisant dans des bases de données et en s'inspirant de raisonnements qui ont déjà été établis, répond littéralement à la définition étymologique de l'intelligence. Et récemment, notre prof de maths nous a donné un exemple d'une IA, je ne me rappelle plus du nom, qui avait pu démontrer, je ne sais plus quel énoncé, d'une manière qui n'avait jamais été faite auparavant. Et ça de manière sûre. Du coup, étymologiquement, on pourrait bien parler d'intelligence quand on parle d'intelligence artificielle. Ce serait pas délirant d'utiliser le mot intelligence. Peut-être que ça se suffit pas, ça ne suffit juste pas. Je pense qu'il faudrait compléter. Vas-y, complète, Marie-Claude. Vas-y. Donc tu disais que c'était faire des liens. Je pense que ça peut être interprété de plusieurs façons. Après, comme on le disait tout à l'heure, je pense que pour moi, derrière, il y a aussi une notion de conscience derrière tout ça qui est importante, et que juste dire que ça se résume à faire des liens, pour moi, c'est pas suffisant pour définir quelque chose comme étant intelligent. T'es exigeante, hein. Alors Nicolas veut dire un truc. Nicolas. C'est bien parce que tu vois, l'intelligence humaine ou sociétale fait qu'on n'a pas tous le même avis, et ça c'est top. Moi je reviens sur ta définition, moi je suis tout à fait en phase avec ça. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de compétences et de capacités, et à faire des liens entre ces différentes capacités que des machines, des êtres vivants, des humains peuvent avoir en commun ou pas en commun. Les capacités qu'en tout cas moi je vois qu'une intelligence artificielle n'aura aujourd'hui pas, en tout cas techniquement ce n'est pas possible, même dans les esprits, c'est la conscience, avoir la capacité de libre arbitre, la conscience, qui va nous amener derrière à avoir de l'éthique, derrière, parce qu'on prendra les bonnes décisions. Et ça je l'ai appris justement à l'introduction, au démarrage de la fête de la science. Je suis désolé, j'ai perdu le nom du maître de conférence là, qui a fait pas mal de conférences également sur l'intelligence artificielle. Une capacité que l'intelligence artificielle aujourd'hui n'a pas, et peut-être n'aura pas encore avant un bon moment, c'est de se poser des questions. Et je reviens sur ce que tu disais, c'est en fait de remettre en question ce que l'on voit pas. Ce qu'on voit, c'est facile, on nous envoie, encore une fois, je reviens sur le système, on nous envoie des données, des paramètres, on en fait ce qu'on en fait, et hop, on ressort un résultat, on passe à autre chose. Mais après, c'est qui en fait a décidé au moment de se poser la question de qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'ai terminé. Et ça, aujourd'hui, l'intelligence artificielle et même l'intelligence demain dit générale, ça va être l'intelligence générale demain, en fait, c'est juste une multitude d'intelligences différentes qui vont pouvoir se communiquer entre eux, mais il n'y en a aucune qui va se dire qu'est-ce qui reste à choisir, qu'est-ce qui reste à trouver dans l'univers pour que je puisse travailler. Donc oui, en fait, les capacités aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui ont réussi à résoudre des théorèmes qu'aujourd'hui aucun mathématicien n'a pu résoudre, parce qu'elles ont des capacités mémoire, ressources de calcul, etc., qu'aujourd'hui un être biologique n'aura jamais. Ça, faut faire le deuil. Mais par contre, c'est le théorème qu'on lui a donné, c'est pas elle qui l'a trouvé. La question qu'il a posée, c'est pas elle qui l'a trouvée. Et c'est là où nous, êtres humains, par contre, c'est notre devoir, et c'est votre devoir à vous également, en tant de sachant, de justement se poser les questions. Et sans les questions, l'intelligence artificielle n'existera plus, tout simplement. Niels, tu as parlé de créativité, finalement, dans la capacité là, de certains modèles de langage à résoudre des problèmes qui n'avaient encore jamais été résolus par l'humanité.
Donc une sorte de créativité dans la démonstration. Est-ce que c'est possible ça que les machines soient créatives? Vraiment? Jenny, tu veux nous répondre? Est-ce qu'il y a de la créativité? Est-ce que parfois, dans ton métier, les machines te surprennent? Parfois, t'es pas d'accord, elles te surprennent, ou je sais pas, ou parfois t'es admirative. Me surprendre, non. Mais oui, dans mon métier... Répète-moi la question. Est-ce que ça arrive que tu sois surprise par une machine qui te donnerait, par exemple, un réglage, un résultat auquel tu t'attendrais pas? Ça n'arrive jamais? Pour pouvoir mettre en place des régulations automatiques du process, on va faire un ensemble de tests. Vous parlez d'essais tout à l'heure. Donc, avant de mettre en place des choses pour automatiser tout procédé dans le but de performer, donc on va d'abord analyser ce que fait l'humain, ce que fait le pilote. Donc ça, c'est important. Donc on va questionner tous les pilotes, savoir comment ils pilotent leur process, qu'est-ce qu'ils font, comment ils réagissent. Et c'est à partir de toutes ces actions qu'on va créer justement notre boucle de régulation qui va permettre de réguler notre procédé, de performer, etc. Mais cette boucle, est-ce que ma surprise... Ouais, elle fait pas vraiment œuvre de créativité, finalement. Peut-être. Peut-être oui ou peut-être non? Peut-être que oui. Ah, j'ai pas entendu. Peut-être oui ou peut-être non? Non, je ne sais pas. Tu sais pas? Ouais. Ok. Est-ce que dans vos domaines respectifs, les machines peuvent faire preuve de créativité? Alors, je vais rebondir sur la créativité. Elles peuvent augmenter une pensée, et en ce sens, je rebondis effectivement sur le modèle, etc. Et Nicolas a parfaitement, je pense, répondu. Elles peuvent être le bras augmenté du scientifique qui va lui permettre de répondre à une problématique qu'il a posée là, mais ça n'aura jamais, l'outil n'a pas, parce que c'est un outil, la capacité de passer de la période bleue de Picasso à la période cubiste. C'est contralogique, et c'est pas ce qu'il a appris, c'est pas dans son algorithme. Et seul celui qui tient le pinceau a cette capacité. Alors, certains qui ont la foi diront parce que c'est une inspiration divine, d'autres trouveront d'autres raisons à ça, mais ça dépasse le cadre de ce qu'un outil peut réaliser. Donc un outil peut augmenter la puissance créative de son auteur, mais pas être autonome là-dessus. Audrey? Après, je pense qu'il faut aussi se poser la question de ce qu'on entend dans le terme créativité. Pour moi, la machine, l'IA peut créer, je sais pas, je vais moi l'utiliser par exemple dans mon métier, je vais avoir une présentation très importante à faire, mais j'ai pas le temps de la mettre en page, je veux qu'il me fasse un truc un peu joli, donc je vais aller dessus, je vais lui dire voilà, toutes les infos que je veux mettre dedans, les plus importantes c'est celle-là, voilà mon logo, et il va me créer la présentation. Donc là, il va avoir une partie bien sûr créative où je vais lui dire j'ai besoin d'un visuel qui va ressembler à ça parce que je veux faire un événement comme ça. Donc là, oui, il va me créer quelque chose, mais à travers moi. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, parce que j'ai voulu le faire, ce qui est différent de la créativité humaine où on va d'un coup se dire ah tiens, j'ai une idée de moi-même et je vais le faire. Après, c'est sûr que en revanche, dans la créativité, la pensée, je vais lui donner mes informations. Ah là, oui, l'IA va toujours me pousser encore plus loin dans ma réflexion et me dire je t'ai créé ce PowerPoint, j'ai vu tes idées, j'ai lu tes idées, mais est-ce que tu voudrais rajouter un graphique ici? Est-ce que tu veux rajouter une information là? Et là, je vais me dire ah oui, je peux aller encore plus loin dans cette présentation. Donc oui, c'est une extension. Elle peut créer, mais pas d'elle-même. Merci. Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je pense qu'on fait un amalgame entre créativité et conception. Pour moi, l'intelligence dite artificielle est experte en conception parce qu'elle va assembler des modèles.
La créativité, le seul moment où je pourrais peut-être me dire que l'intelligence artificielle est créative, c'est quand elle hallucine. Peut-être que les hallucinations, c'est une forme de création. Parce qu'en fait, dans certains scientifiques ou certains, on va dire, artistes, des fois, ils font des erreurs. Ils étaient en train de suivre un raisonnement et puis il s'est passé quelque chose, il y a une erreur. Et hop, là, par contre, ils ont créé quelque chose. Qui nous dit qu'aujourd'hui, peut-être, en tout cas sous une forme très limitée, mais les hallucinations de l'intelligence artificielle est une forme de créativité, qui reste encore limitée. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est une hallucination pour les Une intelligences hallucination, artificielles ? c'est quand justement on attend un résultat et qu'il ressort quelque chose de très brouillon, parce qu'à force de copier, les hallucinations les plus connues sur ChatGPT, c'était les humains qui vont générer, il leur manque un doigt, ou alors ils ont le pied qui est fusionné avec le genou, choses comme ça. Donc c'est une hallucination dans la génération de l'image, mais ça reste, une hallucination est égale à une erreur, et une erreur, pour moi, il y a certaines créations qui sont parties des erreurs. Mais c'est, encore une fois, c'est basé sur une connaissance qu'on lui a alimentée. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a créé de toutes pièces, mais qui est la conception à créer une hallucination. Vous êtes combien à utiliser l'intelligence artificielle régulièrement ? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous utilisez les IA génératives ? Levez la main. Celles et ceux qui utilisent l'IA générative régulièrement. Levez la main. Non, mais il y a des menteurs et des menteuses. C'est vrai ? Que ça ? Ok. Je suis très étonné, en fait. Très, très étonné. Ok. Qui a un smartphone ? Levez la main. Ok, vous êtes tous des menteurs et des menteuses alors. Allez, si on faisait un check de vos smartphones, s'il n'y a pas de ChatGPT dessus, ça m'étonnerait bien. Bref, allez, passons ça. Il y a une question. Alors, justement, à propos de l'usage de l'intelligence artificielle, surtout ChatGPT, comment vous vous positionnez par rapport à ça dans vos métiers ? Parce que moi, je suis assez réticent à l'idée de l'utiliser parce que j'ai l'impression que je vais perdre dans le long terme de la capacité. Mais je me rends compte que c'est quand même un outil très utile. Donc, comment vous gérez ce rapport assez ambivalent avec ChatGPT ? Très bonne question. Alors, qui répond à cette question ? Pas simple, Alors déjà, au sein de la SLN, on n'a pas le droit d'utiliser ChatGPT puisque forcément nos données sont protégées. Donc on a un autre outil mais qui fait un peu la même chose qui s'appelle Copilot. Donc déjà, ça enlève quand même une certaine barrière puisque forcément, moi personnellement, à chaque fois, je me dis mes données à quel point peuvent être exposées, à quel point, c'est dangereux le monde du numérique. Donc déjà, je me sens un peu plus en sécurité en utilisant Copilot dans le monde du travail. Ensuite, ça rejoint ce que je disais à la base. Ça reste un outil qu'il faut absolument savoir utiliser, sinon on peut aussi se faire dépasser. Donc je l'utilise, par contre je garde toujours un œil critique là-dessus. Typiquement, moi j'utilise beaucoup pour faire des comptes rendus. On fait beaucoup de réunions en visio et donc les réunions en visio peuvent être enregistrées, donc ça te crée un texte et là je lui dis à la fin je voudrais construire un compte rendu sur la base de construit comme ça, etc. Un peu comme disait Audrey, qui était présent, combien de temps ça a duré, les objectifs, actions, délais, etc. Il me le fait en 3 minutes, ça me fait gagner à moi 30 minutes de mon temps que je pourrais mettre à profit pour autre chose. En revanche, je relis le compte rendu, je m'assure que en effet les actions, voilà, c'est une des formes pour moi d'utilisation. Après, je pourrais l'utiliser pour d'autres choses, mais je sais qu'il existe, je sais qu'il est là, j'utilise vraiment quand c'est nécessaire, mais je garde toujours un œil critique sur ce qui en ressort. J'ai dû faire des recherches de réglementation pour traiter en fait sur différents arrêtés, quand est-ce que ça avait été modifié, en lien dans le domaine maritime, etc. Et ça allait chercher de la donnée très 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 importante. Ça m'aurait pris une plombe de le d'éplucher en fait ces documents moi-même toute seule. Je l'ai demandé à ChatGPT. Ça lui a mis un peu de temps, mais il m'a donné la réponse qui m'a permis d'être pertinente aussi lorsque j'ai dû répondre à des questions. Donc oui, c'est un outil qu'il faut savoir utiliser et surtout remettre en question, mais il ne faut pas le laisser de côté. Je pense que ça, ce serait faire une erreur pour être efficace et optimiser notre temps.
Ok. Thibaut, tu vas ajouter quelque chose? Ouais, je vais parler en tant que RH. Cette forme ces outils peuvent être des gains de temps, mais encore une fois, c'est la question du libre arbitre et à la fin, ça doit reposer sur l'humain. Si je prends par exemple la question, on parlait de tout à l'heure de la question de la mesure. L'intelligence artificielle, alors je mets beaucoup de guillemets autour de l'intelligence artificielle, on peut l'utiliser par exemple pour faire du tri de CV. Beaucoup de périmètres RH l'utilisent, etc. Mais moi, je n'écarterai jamais un CV en le reléguant le choix à l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'il répond à un certain nombre de critères, etc., qui sont pas forcément les miens, etc. Et en fonction de l'expérience qu'il y a dans le CV ou que la personne va exposer à l'oral, peut-être que du coup, c'est cette personne-là que je vais aller chercher. Que l'intelligence artificielle aurait, d'un point de vue très en application des règles, écarté. Et donc ça, je pense que c'est un danger. Tout comme, et je le vois de plus en plus, je vois souvent des choses qui sont des dossiers de candidature, etc., bien étoffés, avec des retours de stage bien chiadés, si vous me permettez cette expression très familière. Sauf que, alors oui, ça fait bonne impression, et donc on a envie d'en savoir plus. Sauf que quand on va voir la personne et qu'on échange avec elle, et que derrière, elle n'est pas capable d'expliquer ce que ChatGPT ou autre a pondu pour elle, là j'ai envie de dire échec. Et donc moi ça m'a fait perdre du temps en tant que RH, mais je pense que le plus triste c'est pour la personne qui a relégué son intelligence au placard en confiant à l'outil son avenir. Et ça, je pense que c'est pour vous le danger le plus fort, c'est de se dire, vu le temps que ça va me faire gagner, vu ça a l'air vachement joli et comme ça je vais pouvoir aller à la plage faire du kite, ça c'est le gros danger, parce que in fine, c'est autant de bouquins que vous n'allez pas lire et que vous n'allez pas découvrir, autant de neurones que vous n'allez pas activer et que derrière d'autres vont activer à votre place. Et ça c'est le danger. Tu veux ajouter quelque chose, Marie-Claude ? Oui, je me disais en fait que pour moi, l'IA, c'est un peu comme la calculatrice, c'est-à-dire qu'avant d'utiliser une calculatrice, vous avez appris à faire des calculs, à compter, etc. L'IA, c'est pareil. Avant de l'utiliser, il y a des choses que vous devez savoir faire et ça passe par ce qu'on a tous connu, développer des capacités, etc., et pas tout remettre à l'IA. Voilà. Jenny, tu veux ajouter quelque chose ? Ouais, juste une chose, et mon collègue Nicolas qui disait, je vais reprendre ce que tu avais dit. Les personnes qui n'utilisent pas l'IA seront vite dépassées par les personnes qui l'utilisent. Ça, c'est une phrase de mon collègue et je pense que c'est vrai. L'IA, elle est partout. Donc, il faut apprendre à l'utiliser, il faut même l'utiliser. Mais par contre, il faut garder ce côté critique. Il faut être capable de remettre en question ce que l'IA va te dire, ce que ChatGPT va te dire. Voilà. Est-ce que d'une certaine manière, savoir utiliser ChatGPT, c'est un avantage évolutif d'un point de vue darwinien du terme ? Nico, Sébastien. Ça, c'est pour Sébastien, ça. Ça donne tellement un super pouvoir que finalement, est-ce que ça ne nous permet pas de nous distinguer en tant qu'individu ? Alors, je dirais que dans une société hors de la nature, totalement anthropisée, refermée sur elle-même, certainement oui. Par contre, si on prend de la hauteur, c'est un outil de régression manifeste. Et ce que j'entendais là depuis tout à l'heure, ça me fait penser j'y réfléchissais, ça me fait penser à quelque chose qui m'étonne quand même, de manière globale. C'est cette volonté deux choses. C'est cette volonté d'augmenter l'humain, comme si l'humain n'est pas suffisamment développé par lui-même. C'est quand même la forme la plus aboutie de développement biologique et mammifère. Donc je suis toujours surpris, ça m'étonne quand même, et de déléguer de déléguer à une machine, quoi, de penser qu'un cerveau n'est pas capable
C'est un peu comme, enfin moi je suis biologiste de formation et je suis biologiste marin et la plupart des études marines se font avec des inventaires sous l'eau. Guénolé, tu connais bien ça, avec une feuille de papier qui va sous l'eau et un crayon et on compte les poissons. Donc pour être biologiste marin, il faut juste savoir compter jusqu'à 10, donc c'est tout. Donc après le CP, tout le monde peut le faire. Et donc ça surprend. Et par contre, vous dites, bah écoute, je vais pas faire ça, je vais mettre un ordinateur avec une caméra, et puis je vais donner un résultat. Et là, tout le monde va croire le résultat. Par contre, quand une personne vous dit, mais moi je l'ai vu avec mes yeux, ah ben non, ça c'est pas possible, parce qu'un appareil photo, une caméra, c'est beaucoup mieux qu'un œil humain. Or, un œil humain avec un cerveau derrière, pour l'instant, il n'y a rien de mieux. Donc j'ai du mal à comprendre cette volonté de déshumaniser l'homme. Eh ben, c'est le propre de l'homme, ça, je dirais. Toujours en vouloir plus. Oui, mais là, c'est autre chose. Là, c'est déshumaniser l'homme. Et ça m'effraie énormément. Parce qu'on a beaucoup de scientifiques dans la salle. Et donc, je pense que tous connaissent la loi de Gauss. La courbe de Gauss et la loi de probabilité. On parlait d'intelligence tout à l'heure humaine. 80% de la population, elle a un QI autour de 100. Donc elle est d'intelligence moyenne. Quand on commence à passer à des gens qui sont d'une intelligence supérieure, on est aux alentours de 5-4% de la population humaine. Donc ça veut dire que demain, il y aura 96% de la population humaine dont l'activité pourrait être remplacée par un robot. Et vous faites quoi de ces 96% de la population humaine qui n'ont plus aucun intérêt ? Oui, mais l'être humain a montré qu'effectivement, je suis d'accord, il n'y a aucune technique qui est mauvaise en soi, c'est son usage. La bombe, l'énergie nucléaire, c'est très bien quand il s'agit de faire des centrales et de donner de l'électricité à tout le monde et que c'est bien contrôlé. C'est beaucoup plus discutable quand on est un Japonais et qu'on se la prend sur le coin de la figure ou quand on est à Tchernobyl. Donc, je pense que l'être humain, au cours de l'humanité, a montré qu'il n'était pas suffisamment intelligent pour pouvoir user des techniques qu'il développe lui-même. Et je pense que ça, c'est c'est une énorme crainte, peur, et voilà. Et je pense que c'est vraiment un sujet. Par contre, pour l'instant, ça arrive et ça va arriver certainement, c'est sûr. Pour peut-être appuyer ce que tu dis, moi j'avais été assez surprise de voir en fait quel était l'impact de l'IA en termes de réchauffement climatique. Toutes ces données, elles sont stockées dans des centres qui consomment énormément d'énergie. Et je lisais un article du Monde qui disait que, en fait, d'ici 2030, donc c'est dans pas longtemps, les États-Unis à elles seules pourraient consommer 3 fois plus que ce qu'elles consomment aujourd'hui. Et c'était l'équivalent de 1200 ou 1500 TWh, ce qui était encore plus que toute leur industrie électro-intensive. Et tout ça, ça contribue au réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, on sait quels sont les impacts sur notre planète. Enfin, c'est là où on vit. Et on est littéralement en train de s'autodétruire, quoi. Ou d'accélérer, en fait, cette autodestruction. Et en fait, moi, je me suis dit, à quel moment on va utiliser ça pour justement inverser les tendances ? Finalement, ok, on veut développer des choses, on veut aller plus loin, etc. Je suis pas contre. Mais c'est juste qu'est-ce qu'on en fait ? Pour quelles raisons ? Vaste question. Nils, à toi. Du coup, ma question rebond a un peu à voir avec ce dont vous venez de parler sur les armes atomiques, etc., et les mauvais usages qui peuvent être faits de nos propres technologies. Et ça rebondit aussi avec ce qu'avait dit Gabriel tout à l'heure sur l'ambivalence de l'intelligence artificielle qui est partout. On dit que du coup, on peut créer des choses qui peuvent être très destructives ou destructrices plutôt, mais il y a aussi un mouvement, je ne me rappelle plus du nom, mais qui tend à penser que l'IA, plus elle va se développer, plus elle va pouvoir trouver des solutions intelligentes et sur des problèmes tels que le réchauffement climatique. Et certaines personnes comptent d'ailleurs sur la technologie pour sauver la planète des problèmes climatiques. Mais du coup, il pourrait y avoir une forme de réussite de ce point de vue-là. Est-ce que vous pensez que cette réussite, qui devrait du coup nécessiter un développement vraiment très poussé des technologies, serait complètement incompatible avec une réussite personnelle, ou alors serait accompagné forcément d'un échec personnel, puisque du coup on serait moins amené à se développer nous-mêmes, à développer notre propre intelligence. Merci pour cette question.
Alors, moi, je fais la réponse préliminaire, et puis après, il y a les savants qui vont répondre. De Marseille. Le problème dans ce que tu évoques, c'est que et on le voit dans d'autres configurations, notamment en politique, etc. C'est toujours le fait que l'humain, depuis quelque temps, a tendance à reléguer à d'autres la prise de décision, parce que prendre une décision, c'est impactant. Ça veut dire que c'est toi qui en portes la responsabilité. Et on le voit hein, sur pas mal de sujets. Il est bien plus facile de dire bah c'est l'IA qui va nous trouver la solution au réchauffement climatique. Donc moi je peux continuer à acheter un gros pick-up et faire les tours de Nouméa. Mais je pense que c'est justement votre devoir d'interroger ça. Et de dire comment vous, à votre niveau, dans les écoles d'ingé que vous allez faire pour la plupart, ou les écoles ou l'université que vous allez faire, comment vous pouvez renverser la table là-dessus et redevenir les acteurs des solutions de demain. Quelque part, moi je serais vexé de me dire que la solution à nos mots, MAUX, de demain, c'est pas vous qui allez les faire, c'est une intelligence artificielle. Mais je serais vous un peu de fighting spirit, quoi. Est-ce qu'on peut aussi se dire que les solutions, notamment pour le dérèglement climatique, on ne les a pas déjà? On sait très bien en fait ce qu'il faut faire, mais qu'on ne veut pas le faire, et que c'est finalement plus politique que technique? C'est une question de volonté, en effet. Moi, j'en suis convaincu. Sébastien, tu disais? Oui, donc sur le dérèglement climatique, et puis je vais me faire aussi un peu volontairement provocateur parce que j'aime bien ça. Mais alors je te l'accorde, je pense que on a toutes les solutions, on les connaît les solutions de A à Z. Ça c'est clair, et on a la capacité si on le souhaitait, mais c'est juste qu'on ne le souhaite pas. Parce que notre modèle de développement, notre modèle de pensée, je sais pas, notre modèle économique, il est basé quand même sur un paradigme qui est quand même assez fou. C'est que on veut un développement infini et on base notre développement infini sur une ressource finie. Donc là, il y a quand même pour moi, il y a un problème. Mais je pense qu'on les connaît, les solutions. Et après, je me veux aussi un petit peu provocateur. C'est que peut-être que l'intelligence artificielle, si on lui donnait, si elle analysait toutes les données écologiques, toutes les données environnementales, vraiment depuis la nuit des temps et ce genre de choses, et toutes les données enregistrées, pas seulement celles qu'on montre ou qu'on nous voit, peut-être qu'elle dirait que finalement ce qu'on observe, l'homme n'y est peut-être pas pour grand chose. Enfin, en tout cas, il en est peut-être pas la cause principale, parce que il y a quand même pas mal d'articles scientifiques qui, sur l'aspect, ne sortent un petit peu de ce qu'on va dire le discours général, quoi, basé aussi sur des données. Là, tu parles du dérèglement climatique et de la cause anthropique? Oui. Ok, laissons ça de côté, c'est peut-être un peu loin de notre sujet. Je passe la parole à, je ne sais pas qui. Andrine, enseignante. Là, tu posais la question à ces jeunes là qui avaient quelque part la responsabilité quand ils seront en école, de faire les bons choix et de réfléchir à tout ça. Et en même temps, tu venais de dire que ils concernaient peut-être que 5% de la population. Et comment ça se passe quand 5% de la population a des bonnes idées et que le reste de la population ne se sent pas concerné ou voilà. Que peut-être ces 5% de la population mettent leur ego de côté et pensent de manière collective et non pas de manière individuelle. Merci Sébastien pour ta réponse. On a une autre question ici. Juste un complément. La rue appartient à celui qui y descend.
Alors je dis pas ça pour que vous allez foutre le bordel, mais ça donne envie quand même. Hein. Voilà. Mais qu'importe le nombre, du moment qu'on en a la volonté. Et donc c'est la question de l'engagement. Je vais pas vous citer parce que je vais la sortir très mal, la citation d'Audiard, mais deux cons assis vont toujours moins loin deux intelligents assis vont toujours moins loin qu'un con qui marche. Donc même si ces jeunes ne sont que 500 par un prompt renfort, ils pourront finir 3000 en arrivant au port. Donc il en est de leur responsabilité de se lever. Question ici. Depuis tout à l'heure, vous parlez beaucoup de l'intelligence d'un point de vue moral et éthique. Du coup, est-ce que pour vous, l'intelligence est reliée à la morale? Et si oui, en quoi est-ce que ça impacte le fait d'être intelligente, de toujours devoir relier ça à la morale et à l'éthique? Alors effectivement. Ça y est, on parle philo là, ça y est. Alors j'ai jamais fait. Si je vous disais mes notes de philo que j'avais quand j'étais en terminale, T'étais pas encore mature. Il n'y avait pas de ChatGPT à l'époque. C'est ça. C'est ça. Sinon, j'aurais eu des super notes. Bref, oui, je pense qu'effectivement, l'intelligence est intrinsèquement liée à la morale et à l'éthique. Et c'est parce qu'on sait ce qu'on fait et qu'on a conscience de ce qu'on fait qu'on est d'autant plus responsable. Si je fais un parallèle avec le monde animal, il n'y a pas de cruauté chez les animaux. Il n'y a pas de méchanceté chez les animaux. Parce que un animal qui va en tuer un autre, et je peux donner des exemples même de manière cruelle si on se met du côté humain, c'est-à-dire que vous avez des otaries, quand elles tombent dans un banc de poissons et qu'elles veulent être sûres de tous les manger, elles leur bouffent les nageoires, comme ça très rapidement, donc vous avez tous les poissons qui tombent dans le fond de l'eau, et puis après elles reviennent tranquillement pour manger les poissons, et puis bien évidemment il y en a bien plus qui restent dans le fond que ce qu'elles mangent, et donc on peut considérer qu'il y a eu un massacre, qu'elles ont pas, il n'y a pas eu d'équilibre mais après ça rentre dans la chaîne d'autres prédateurs où ils rentrent dans une chaîne où ils vont être mangés ou détériorés par d'autres manières. Mais elles le font pas par cruauté, elles n'ont pas il y a pas chez les animaux fondamentalement une conscience, c'est de faire du mal, la conscience d'exister par soi-même et pour l'autre. Alors c'est vrai que ça commence à être remis aussi en question. Il y a des études qui montreraient qu'il y a des animaux, notamment certains singes ou d'autres, qui auraient la conscience de l'autre. Donc peut-être que ce que je dis est faux ou va devenir faux. Par contre, l'être humain, il sait ce qu'il fait. Il a la conscience d'être. Il a la conscience de la conséquence de ses actes. Il a la conscience de faire le mal ou de faire le bien. Et pour en revenir aussi sur l'intelligence, un être intelligent n'est pas plus respectable qu'un être, alors je vais caricaturer, qu'un être qui l'est moins. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ou ce que disait Thibaut, pardon, c'est au service de quoi il met son intelligence. Les grands dictateurs du XXe siècle étaient certainement des gens supérieurement intelligents. Et ils n'étaient pas pour longtemps mieux que quelqu'un qui était très bête. Et c'est en ça que chacun, et justement c'est le côté, ce que je trouve dommage, c'est que on a tendance à oublier que l'individu, que l'être humain, il est respectable, ou il est respectable en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Et il doit y avoir des choses qui pour moi ne doivent être inaliénables. Et la vie humaine, l'humain doit être inaliénable. Qu'est-ce que tu entends par là, inaliénable? Il ne doit pas être au service d'eux. Il ne doit pas être commercialisé. Il ne doit pas être. La vie est quelque chose qui est inaliénable. Est-ce que c'est pas déjà le cas? Est-ce que l'humain n'est pas déjà aliéné par un oui, système? il est aliéné et on fait sauter toutes les barrières qui font de la vie humaine quelque chose d'intouchable, de supérieur, peut-être pas le mot, mais de sacré. Et c'est pour moi un vrai. Voilà, enfin, je sais pas si j'ai répondu à votre question. Si on continue cette discussion, ça va être un appel à la révolution. Hein. Calmez-vous. Mais il faut descendre dans la rue et pendre les patrons avec les tripes des curés. Je veux dire, c'est quand même la base. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Sinon, moi j'en ai une. Ça, On a parlé d'intelligence, on a parlé de conscience, on a commencé à évoquer la conscience. C'est quoi le lien entre l'intelligence et la conscience? Et puis quelle différence avec les machines? C'est quoi qui fait la différence? Marie-Claude. Selon moi, c'est les sentiments, les émotions. Les sentiments, les émotions. Ouais.
Clairement, c'est ce qui va différencier. Et encore une fois, pour moi, l'intelligence aujourd'hui machine ou artificielle, ce n'est qu'une copie de ce que les êtres humains ont bien voulu mettre en œuvre. Ça reste des calculs, etc. Mais il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas toutes ces choses qui nous rendent uniques, chacun. Est-ce que les émotions, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais est-ce que les émotions, c'est pas simplement une cascade hormonale, finalement chimique, qui se passe à l'intérieur de robots biologiques que seraient les humains? Tu cherches, hein. Justement, bien, mais non, mais on est d'accord. Une réflexion, on est d'accord. Je veux dire, quand on a un stress, c'est de l'adrénaline. Quand on a de la tristesse, c'est une certaine hormone qui va déclencher un certain nombre de choses. On est bien d'accord. La schizophrénie, c'est un règlement hormonal, enfin peut-être pas hormonal, j'ai pas les bons termes, mais en tout cas au niveau cérébral. Mais c'est bien justement là la différence entre une machine et un cerveau. Un cerveau, c'est pas juste une molécule, c'est bien plus complexe que ça. Et je suis même pas sûr. Enfin, je sais pas si on. Je suis pas un spécialiste. Je suis pas un spécialiste du cerveau, mais justement, c'est pas une succession. Donc c'est pas 1 + 1 + 2, enfin etc. C'est bien plus que ça. Et pour rejoindre ce que dit Marie-Claude, c'est effectivement l'émotion, le sentiment, la capacité à rêver. Pour toi, il y a vous encore regardez un visage humain, il va rien dire. Il va pouvoir exprimer des choses. Et je sais pas de quelle manière, mais il va pouvoir exprimer des choses. Tu regardes un visage de robot, il exprimera rien. À l'heure actuelle, en tout cas. Pour l'instant, peut-être. Et il y a autre chose qui passe. Dans les yeux, dans la peau, il y a autre chose. C'est pas juste des rictus. Un visage qui bouge pas, on voit des choses passer. Et c'est bien plus que... C'est pas une machine qui fait ça pour l'instant. Nicolas, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, j'aime bien comment dire, le rapprochement de. Nous sommes potentiellement des machines biologiques. Les neurosciences sont justement. Il y a un sujet des neurosciences où on parle de système 1 et système 2. Le système 1, c'est on va dire, notre réponse animale. C'est-à-dire que c'est les automatismes. On nous attaque, j'attaque. Ou alors on m'attaque, je me mets en défense. Ça, c'est des automatismes. Et après, on a le système 2 qui est un peu plus posé, qui est plus conscient et qui réalise ce qui est en train de se passer et il va avoir un cheminement, un raisonnement qui va apporter une réponse différente. Aujourd'hui, je pense que les machines, elles sont juste en fait arrêtées au système 1 parce qu'on leur donne une information avec des expériences passées, avec une connaissance que l'on leur a bien voulu encore une fois donner, sont formatées. Parfois biaisées. Parfois biaisées, parce qu'encore une fois, souvent on parle d'intelligence artificielle, mais c'est pas une entité pour moi, l'intelligence artificielle. Ça reste encore quelque chose qui a été créé par l'homme. Et donc tout ce qui est créé par l'homme est à l'image de l'homme et pas forcément beau. Donc c'est forcément biaisé derrière. Par contre, après, la machine humaine a justement cette conscience, le fait de se remettre en question, et on revient sur, encore une fois, ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire on se pose les questions, et c'est à nous de nous poser les bonnes questions. Là, vous avez parlé de biais, donc les intelligences artificielles seraient biaisées. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un biais? Je vais répondre, mais tu vas pas aimer. Je vais répondre, mais... Sans politique, s'il te plaît, Thibaut. Tout à fait. Mais justement, d'ailleurs, on va en parler. Parce que l'IA est intrinsèquement un outil politique. Parce que qui code l'IA impose sa loi. Sa façon de voir le monde, ses règles c'est la fenêtre d'Overton, pour ceux qui connaissent, entre ce qui est très bien et ce qui est très mal. Et donc, en fait, le but du créateur de l'intelligence artificielle, c'est de vous amener la fenêtre d'Overton, ce qui est acceptable, ce qui est bien, vers ce que lui pense être bien. Donc, c'est tous les sujets qu'on a évoqués, que Elon Musk a évoqués sur l'algorithme qui est plus ou moins woke, etc. Et donc, le danger de poser votre cerveau quand vous utilisez l'IA, c'est qu'en fait, d'autres personnes vont penser à votre place et vont vous imposer leur pensée, leur vision du monde. Et donc c'est pour ça que je reviens sur la question du libre arbitre et ce que mes collègues ont aussi appuyé sur la capacité à interroger, à critiquer. Là, il y a un truc qui est très français et à chaque fois on me dit ah mais t'adores les trucs où on s'engueule.
Il y a un truc qu'il faut qu'on remette en avant, c'est la disputatio. La disputatio, l'art de ne pas être d'accord. Et dans l'IA, bien souvent, il y a un côté très lisse, très woke, de vous éclairer d'une certaine façon en vous imposant une vérité. Et donc ça, c'est aussi un danger de l'IA, parce que ça annihile, ou ça veut annihiler, votre capacité de libre arbitre et de critique. Est-ce que donc les IA nous manipuleraient ? Bonjour, je m'appelle Alan et j'ai une petite question à propos de la fenêtre d'Overton. Je trouve que c'est très intéressant, surtout pour l'IA, c'est un sujet important, je pense. Mais on fait pas un peu la même chose avec l'école, nos programmes qui sont très ouverts sur certaines choses et qui nous forcent à penser d'une manière et on peut pas réellement aller dans l'encontre de cela. Alors là... Alors, Sébastien, tu veux répondre ? Ah non, peut-être, ouais, très pertinent, et peut-être juste effectivement sur l'école. Bon, moi j'ai 2 filles, une qui est un peu plus grande que l'autre, mais en tout cas une qui est au lycée, et je suis effaré de voir qu'on ne leur apprend strictement rien. Attention, il y a des profs dans la salle. Hein. Ben, je suis désolé, on leur apprend pas ni à penser, ni à compter, on ne leur apprend pas à critiquer, on fait des trucs... à se connaître. On fait des trucs, mais alors du poncif sur le développement durable, enfin toutes ces stupidités sans rien derrière. Et en fait, on n'apprend pas le libre arbitre, on n'apprend pas le doute, on n'apprend pas toutes ces choses-là. Et c'est ça qui, effectivement, l'école est aussi un outil politique majeur, bien évidemment. Enfin voilà, et il faut apprendre il faut douter, il faut critiquer, il faut effectivement disputatio, etc. C'est vachement important. Mais pour ça, il faut apporter de la connaissance de base, être capable de comprendre ce qu'on apprend. Et de l'esprit critique. Et encore une fois, ça peut évoluer. Et je pense que c'est encore une fois une question de volonté. Et vous êtes les futurs peut-être profs, futurs décideurs. Et justement, vous pouvez certainement faire mieux. En tout cas, je vous y encourage. C'est là. Alors, désolé, hein, je peux faire 3 heures dessus, voire plus. Si en plus on met une tireuse à bière, alors là, on va faire toute la soirée. C'est la question aussi de la forme de la censure. Puisque du coup, on vit énormément sur ce sujet de censure. Ceux qui ne pensent pas pareil, ce sont les moutons noirs et donc on va les censurer. On va fermer leur chaîne de télé parce qu'ils pensent pas comme vous, etc. Et donc c'est ça sur lequel il faut appuyer la capacité de l'être humain à remettre en cause un état de fait. C'est pas révolutionnaire de le dire, c'est que c'est la force de l'homme depuis Adam et Ève. Cette capacité à vivre en état de remettre en cause l'état actuel pour penser différemment, explorer des nouvelles terres, etc. Ne pas s'arrêter à ce que l'on dit. Est-ce que vous pourriez donner des conseils dans l'utilisation des intelligences artificielles aujourd'hui pour pas tomber dans le panneau? Qu'est-ce qu'on peut faire globalement au quotidien? Comment ne pas se planter? Marie-Claude? Déjà, je pense que avant de vouloir l'utiliser, se poser la question de est-ce que je peux pas le faire moi-même? Ouais, le faire soi-même, ouais. Est-ce que je suis en capacité de le faire? Et qu'est-ce que cela m'apporterait finalement? Est-ce que aller chercher une information, ça me demandera peut-être un peu de temps, j'aurai peut-être diverses sources, enfin, je sais pas. Est-ce que le cheminement pour arriver au résultat ne serait peut-être pas plus intéressant que le résultat seul? Une question ici. Oui, alors ma question, elle s'adresse peut-être à c'est Jenny et Nicolas peut-être qui sont donc sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau des systèmes que vous avez, et en particulier justement sur ces biais, parce que j'imagine que vous utilisez énormément de traitements de données sur la qualité du nickel, ce genre de choses, et comment est-ce que vous pouvez utiliser ou intégrer pour éviter justement de tomber dans les biais que vous avez, parce que vos données sont toujours les mêmes. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas forcément sortir de votre univers, et donc quelque part, il y a peut-être un biais aussi
dans la manière dont vous pouvez analyser vos données via l'IA. Enfin, je sais pas, c'est une question en tout cas que je me posais. Et... Peut-être toi, mais après, je pense que tu auras un meilleur exemple que moi, mais en fait, tout dépend de l'objectif qu'on se donne dans l'utilisation de cet outil, parce qu'encore une fois, ça reste un outil. Si on sait que le résultat doit toujours être le même, on utilisera toujours la même méthode et on se questionnera pas parce qu'on veut toujours le même résultat. Si on recherche quelque chose de différent, faudra qu'on pose une question différente à l'IA pour qu'elle nous sorte quelque chose de différent. Encore une fois, ça revient à notre usage et comment on l'utilise dès le départ. Je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est le travail d'équipe. C'est-à-dire que quand on va construire, quand on va analyser, quand on va regarder, on est tous différents, avec un œil critique différent, des expériences différentes et un vécu différent qui va venir, je pense, aussi alimenter cette critique et peut-être venir voir des biais là où il y en a ou pas. Je vous entendais dire qu'on pensait un peu de la même façon, qu'on analysait de la même façon. Je pense que... Pardon, allez-y. Dans le sens des données générales, est-ce que de temps en temps vous échangez peut-être avec d'autres industries Tout à fait. qui pourraient justement essayer de comparer pour avoir le maximum de données les plus variables possibles? C'est ça. Oui, on s'enrichit bien évidemment en faisant du benchmark, des choses qu'on remet aussi en question parce que les données, on va aussi aller les questionner et c'est cet enrichissement justement mutuel qui va faire qu'on va être plutôt rassuré à aller dans une direction ou une autre. Et je reviens sur ce que je disais, pour moi, un système, on était limité à l'époque par rapport aux entrants d'un système, avec peut-être 1 ou 2 paramètres. L'avantage que l'on a maintenant, technologiquement parlant, c'est qu'on peut avoir une multitude, voire presque une infinité de paramètres. Et donc après, la puissance de l'outil de l'intelligence artificielle va pouvoir, en fait, processer beaucoup plus de paramètres en même temps que l'esprit humain pourrait le faire, et donc on pourrait avoir des données beaucoup plus précises. Et en fait, c'est surtout dans la précision, ou alors du fait qu'elles seront plus précises, on va faire ressortir une anomalie, et là, nous, en tant qu'être humain, on va se questionner pourquoi cette anomalie, maintenant qu'on a beaucoup plus de données, pourquoi cette anomalie, et comment on va l'appliquer, un procédé différent, pour peut-être avoir un process différent derrière. Est-ce que ça répond à la question en partie? Oui. Enfin, en tout cas, c'est sur le fait que les biais sont pas forcément volontaires non plus. Non, c'est ça. Voilà, il peut y en avoir. Ouais. On a dans la salle plein d'étudiants qui bientôt arriveront sur le marché du travail. Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner par rapport aux intelligences artificielles, par rapport au choix de cursus, par rapport au choix de métier? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un peu flippant aujourd'hui, on ne sait pas trop quels métiers existeront demain. Avant, on avait au moins une perspective de 30 ans, aujourd'hui on est plutôt à 2 ans. Je vais commencer à parler avec un peu... on a fait un travail à la SLN de gestion par les compétences, il faut arrêter de penser qu'on nous apprend un métier. Vous êtes à l'école, au lycée, à l'université, dans les écoles d'ingénieurs, vous êtes là pour apprendre, pour avoir des capacités, des compétences de savoir, de raisonnement, etc. Utilisez ces compétences, en fait, multipliez vos compétences, vous avez un portefeuille de compétences et les métiers que vous ferez demain n'existent pas aujourd'hui. Donc c'est pas la peine de se dire quel est le métier que je dois faire demain. C'est concentrez-vous pour avoir un portefeuille de compétences le plus diversifié possible pour ensuite demain, vous suivrez en fait le rythme, ce que vous avez envie de faire, ce que le marché du travail a besoin et vous vous adapterez. Sébastien, tu veux ajouter quelque chose? Marie-Claude avant. Faites ce que vous aimez aussi. Oui. Je pense que c'est un peu bateau peut-être comme réponse, mais oui, développez vos compétences, vos savoir-faire et vos savoir-être. Et on dit souvent, je me rappelle, je sais plus qui me dit ça, quelles sont tes qualités, quels sont les points que tu peux améliorer. Oui, moi je sais que j'ai des points que je pourrais améliorer, mais en fait je vais plutôt accentuer sur mes points forts, parce que si je suis bonne là-dedans, c'est que c'est quelque chose qui est un peu intrinsèque, et donc je vais plutôt le travailler très fortement pour être plutôt excellente dans ce domaine-là. Enfin, ça c'est un petit conseil. Apprendre ou à laisser. Faire ce qu'on aime. Sébastien, tu veux ajouter quelque chose? Oui, en fait, ça rejoint ce que dit Marie-Claude. C'est effectivement, je suis intervenu 2-3 fois devant des étudiants et des questions, c'était effectivement des conseils ou des métiers futurs pour rejoindre. Et en fait, je pense que le travail, c'est quand même une grosse partie de la vie. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est que vous écoutez ni vos profs ni vos parents. Vous fermez les yeux.
Non, je suis absolument très sérieux. De toute façon, ça va changer si vous le faites pas, vous allez le faire plus tard. Je suis absolument très Gagner du sérieux. temps. Parce que le nombre de gens qui vous disent, effectivement, moi je l'ai entendu toute ma scolarité jusqu'à la fin de ma thèse, enfin au début plutôt, non, là c'est bouché, il faut que tu fasses autre chose, parce que là il y a plus de place sur le marché pour ce sujet de biologie. Moi j'étais en biologie ou etc. Bref. Faut savoir que vous allez votre profession, c'est une majorité du temps que vous allez passer pendant votre vie. Et quand vous allez devoir chercher un travail, pour rejoindre ce que disait Nicolas, mais aussi je pense Thibaut, on va pas vous questionner sur votre enfin moi quand je fais des entretiens et c'est pareil, on va pas vous questionner sur si vous connaissez le métier fondamentalement sur lequel vous postulez. On a vu votre CV, on sait vos diplômes, on sait ce que vous avez comme connaissance. Ce qu'on va essayer de voir, c'est vous connaître et de voir comment vous allez vouloir décrocher le job. Et ça, si vous aimez pas ce que vous faites, ça va se voir. Parce que vous serez pas capable de convaincre la personne en face que vous êtes la meilleure personne pour ce job à ce moment-là. Et ça va se voir. Et ça, si vous faites pas ce qui vous plaît au plus profond de vous-même, ça se verra. Et donc même si vous êtes vous choisissez une voie qui peut vous paraître plus ou moins bouchée actuellement, et ben ça sera peut-être par contre c'est votre passion, vous ferez peut-être la différence avec une autre personne qui l'a fait parce qu'elle avait une compétence ou parce que je sais pas pour autre raison là-dedans. Donc c'est de vous enfermer dans votre chambre le soir, vous fermez vos yeux et vous écoutez votre petite voix intérieure tout au fond de vous-même, ce qu'elle vous dit, ce vers quoi vous aimez et ce que vous avez envie de faire, et vous suivez ça. Et vous écoutez personne d'autre. Audrey, une réaction de Audrey, puis après on a 2 questions. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. En revanche, si vous suivez cette voie, il faut vous outiller. C'est très important. En fait, oui, faites ce que vous aimez, allez vers là où vous poussent vos compétences, vos envies. Mais si vous voulez faire ça, derrière, il faut remplir votre boîte à outils. Votre caisse à outils, c'est vous. Il n'y a que vous qui pouvez la composer. Et en fait, tous les outils aujourd'hui, c'est ce dont on parle aujourd'hui. L'intelligence artificielle, la calculatrice, tout ça, c'est des analogies qu'il faut que vous arriviez à faire. On a des outils. L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle existe. Quoi qu'il en soit, il existe. Même si on peut être contre, on peut être pour, elle est là. Et vous devez faire avec. Et donc, dans votre boîte à outils, vous devez la connaître, peut-être pas la maîtriser, mais en tout cas savoir là où elle peut vous emmener. En tant que recruteuse aujourd'hui, je sais que quand je fais des entretiens, parce que je cherche une personne, je vais effectivement aller chercher tous les outils qu'elle a dans sa boîte à outils. Alors peut-être qu'elle n'a pas les compétences techniques, et ce qui va faire la différence entre 2 personnes qui sont passionnées par leur métier, c'est derrière, qu'est-ce qu'ils ont à me vendre en fait dans leur boîte à outils. Ok, tu connais pas l'IA, mais est-ce que t'en veux? Et si t'en veux, comment tu t'es outillé derrière? Voilà. Merci Audrey. On a une question ici. Alors on est dans une société qui favorise toujours le profit et le gain d'argent. Et donc je vais illustrer mon propos par l'exemple de de l'économie automobile. Donc on a déjà eu une première révolution avec le Fordisme qui ont conditionné l'homme à toujours produire et à faire la même tâche dans un but de gain de temps et de gain d'argent majoritairement. Et actuellement, on voit que dans les chaînes automobiles, l'homme est remplacé de plus en plus par des bras robotiques manipulés par l'IA. Donc est-ce que pour pouvoir garantir à l'homme une prochaine place dans notre monde futur, il ne faudrait pas légiférer justement l'utilisation de l'IA pour pas que l'homme soit complètement remplacé? Ouais, oui, Sébastien dit c'est trop tard. Je suis un peu d'accord également. Maintenant, les révolutions industrielles existent depuis depuis le 19e siècle. On a eu aujourd'hui on a la 4e révolution industrielle. Il y a la 5e qui arrive en 2030, là à peu près, avec la symbiose justement de l'interconnexion où à la 5e révolution industrielle, l'humain sera au centre du système. Et aujourd'hui, toutes les révolutions industrielles, à la base, elles étaient vendues comme on sera beaucoup plus performant, donc on va gagner beaucoup plus de temps. Et c'est ce temps qu'on a dégagé à travers les automatismes, à travers l'Internet, les outils numériques, etc. C'est juste après, qu'est-ce que l'on en fait de ce temps? Aujourd'hui, le système capitalistique dit « Ah bah c'est cool,
j'ai encore plus de temps, donc je vais le réintégrer dans la production pour être plus productif. Et donc en fait, l'humain travaille toujours autant et devient de plus en plus stressé. Mais ça reste un choix après derrière. Vous-même, aujourd'hui, si vous décidez de rentrer dans le système, donc je suis un peu provocateur également, de consommation, vous rentrez dedans, vous aurez toujours besoin de plus. Et donc le temps que vous allez dégager des outils, des technologies qui sont en place, forcément vous allez le réinjecter pour encore gagner plus et gagner plus. Et ça, c'est sans fin, ça. Peut-être ça fait juste une pause. Et quand justement le temps que vous allez gagner à travers l'usage peut-être de l'outil des 30 minutes qu'a gagné Marie-Claude ou Audrey sur la partie le rapport ou un compte rendu de réunion, ben c'est peut-être ces 30 minutes. Prenez le temps à aller manger une demi-heure de plus avec les collègues. Prenez le temps d'aller faire du sport. En fait, c'est à vous de décider. Et c'est à vous, après, de challenger le statu quo aujourd'hui pour dire, moi, je refuse. Moi, il y a mon bien-être qui est une première, parce qu'encore une fois, on passe 80% de son temps au boulot. On vit de plus en plus longtemps, donc on va travailler de plus en plus longtemps. Donc, autant être en bonne santé sur la durée, plutôt que de dire, allez, je fonce pendant 40 ans et après, j'en profiterai. Aujourd'hui, les gens qui ont fait ça, ils profitent peut-être de 5 à 10 ans de leur retraite en moyenne, et c'est terminé. Donc en fait, autant n'attendez pas la retraite pour profiter, c'est trouver le juste milieu entre la performance que vous amènent les outils technologiques et après c'est à vous de décider qu'est-ce que vous en faites de ce gain de temps. Merci Nicolas. Juste petit rappel, quand vous prenez du temps pour scroller sur votre téléphone, vous travaillez pour les propriétaires des réseaux sociaux. Donc, juste 30 secondes, et le temps justement à passer, vous le prenez pas à faire ça, vous le prenez à lire des vrais livres avec des gens qui ont réfléchi depuis bien longtemps sur tous ces sujets-là. Et vous faites des photocopies. Et plus globalement, pour imager, il y a beaucoup de castors qui ont construit des barrages. Mais en fait, à la fin, ton barrage, il explose. Donc en fait, construire des barrages comme les castors pour empêcher que quelque chose d'inéluctable arrive, ça sert à rien et c'est de la perte de temps et d'énergie. Donc autant surfer le truc pour justement garantir un équilibre vie pro, vie perso et aller s'éclater ailleurs. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas le pouvoir ici d'imposer quoi que ce soit, de légiférer, voilà. On a toujours les pouvoirs. On est citoyens, on vote, on s'engage. Vous êtes, je l'espère, tous éventuellement dans des associations de sportives ou autres. Donc on a tous un petit pouvoir. Ah oui, on n'est pas Brigitte ou Emmanuel Macron, mais on a tous un petit pouvoir en nos mains, dans nos familles. Je regrette, mais moi je suis père de famille, j'ai 2 filles, 7 et 4 ans, je raconte ma vie. Il n'y a pas d'écran à la maison, mais il y a des bouquins. Et donc, je leur fais lire des trucs, et avec des vraies pages. Et ça, c'est important parce que ça fait... la dernière fois, le dernier week-end, j'ai ma fille de 7 ans, à un moment donné, elle s'est ennuyée. Et ben ouais, mais l'ennui, c'est bien aussi. C'est un temps où le cerveau, il se pose et ça développe d'autres choses. Oui Seb, juste avant, pour revenir à la question qui était posée, légiférer, etc., c'est vrai qu'on peut regretter peut-être qu'il n'y ait pas eu de moratoire sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a un moment de pause pour réfléchir à ce qu'on veut faire de cette intelligence artificielle. Est-elle utile? Est-elle dangereuse? Mais ça n'existe... Oui, mais ça... C'est un vœu pieux tout ça. C'est si on veut vraiment contrôler ça, il faut juste ne pas commencer. À partir du moment où on en trouve la porte, c'est terminé. Si on veut, c'est comme tout. Si on ne veut pas aller dans la manipulation génétique de l'être humain, eh ben on ne commence même pas à faire de la fécondation in vitro. C'est tout. Mais parce que sinon la voie derrière elle est tracée et c'est comme ça depuis que l'homme est homme. Je veux dire, on peut pas bloquer la volonté de savoir, les évolutions technologiques de la connaissance. On est tous poussés. L'être humain, il a toujours voulu aller au-delà de l'horizon, quels aient été les horizons. Et donc pour moi c'est un vœu pieux. Enfin, ça fonctionne pas. Et par rapport à ça, je voulais mes précédentes 2 choses, les budgets des principaux GAFA où il y a 10 ans, Google mettait plus dans le développement de ces choses-là que le budget de la France. Donc c'était déjà mort il y a 10 ans. Voilà, c'est pas compliqué. Et maintenant c'est encore pire. Et quand vous interrogiez à l'époque Bill Gates, Steve Jobs et les autres, chez eux, leurs enfants n'avaient pas de tablette. Il y a bien une raison pour ça.
Une question ici? Oui. Moi, je reviens sur le domaine de l'éducation et des formations pour accéder à des métiers. J'aimerais bien savoir quelles étaient vos aspirations par rapport à votre futur, ainsi que les formations que vous avez faites, et est-ce que vous avez dévié ou pas pour en arriver où vous en êtes maintenant? Merci. Merci pour cette question. Je vais pas répondre pour tout le monde. On dévie pas, on construit. Voilà. Alors c'est un truc de RH, mais encore une fois, mais je pense qu'en fait il faut un pas de côté ne doit pas être vécu comme un échec ou un truc sur lequel j'ai pas j'ai raté Polytechnique, du coup j'ai fait telle école d'ingé par défaut. Non, bah tu vas vivre des trucs dans cette école que tu n'auras pas vécu en Polytechnique où ils sont polymagiciens et en gros, j'espère qu'on n'a pas de polytechniciens. Voilà, donc en fait, il faut pas te dire j'ai une voie tracée, enfin je me fixe une voie et je ressors pas, etc. Non, le pas de côté c'est très bien. Pour moi, j'ai fait du droit, j'ai un DEA de sciences politiques, j'ai travaillé dans le milieu politique, j'ai travaillé après comme officier dans les troupes aéroportées et j'ai été RH, tu vois, et donc ça peut paraître complètement atypique, mais moi je pense qu'il y a un fil directeur qui est l'humain. Et donc moi je sais et je déroule mon truc. Et je pense que pour mes collègues c'est aussi la même chose. Ils déroulent quelque chose sans s'interdire, sans se mettre je vais faire telle école et puis après je vais faire tel stage dans telle boîte parce que etc. Non, ouvre tes chakras. Et Audrey, ouais. Et après, alors moi, à l'inverse, j'avais un parcours dans ma tête tout tracé. À 10 ans, je savais déjà que je voulais être juge pour enfants, que je voulais aller vivre à Bordeaux, que je voulais faire l'ENM, que je voulais partir. Donc j'avais mon parcours tout tracé. Et effectivement, je l'ai suivi. Et à un moment donné, à l'école de la magistrature, je me suis dit waouh, j'ai pas envie de faire ça. Et ça fait longtemps que j'ai pas envie de le faire, mais j'étais convaincue, en fait, ça fait tellement longtemps que je travaille pour ça, que j'ai envie de le faire, et en même temps, j'ai envie de rendre fiers mes parents, j'ai fait tout ça, je fais des sacrifices, etc. Et ça m'a pas empêché de me dire, j'ai plus envie de faire ça, et j'arrête, et je sais pas ce que je vais faire. Alors là, j'ai essayé de faire quand même du droit parce que j'avais fait toutes ces années. Donc, j'ai essayé le barreau et puis en fait, non, ça me plaît pas. Le droit, ça ne me plaît plus. Je n'aspire pas à cette vie-là. Et donc, je suis arrivée, au hasard de la vie, dans les ressources humaines. Et dans les ressources humaines, d'abord, j'ai commencé au service formation. Waouh, révélation, j'adore. Et après, j'ai envie de changer. Donc, comment je fais pour changer ? Je vais me former, je vais m'informer, je vais m'outiller et après je me suis réorientée parce que les ressources humaines c'est vaste. Quand on dit qu'on fait des ressources humaines, c'est très cloisonné en fait. On va avoir et de la formation et de la discipline. Donc quand on est dans des grosses structures, forcément on n'arrive pas à tout faire. Mais au fur et à mesure, en fait, on arrive à évoluer. Marie-Claude, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, en fait, finalement, c'est cette capacité à toujours vous remettre en question, ne pas avoir peur, en fait, de vous remettre en question et d'aller chercher les réponses et vous dire que chaque expérience apportera quelque chose. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. À chaque fois, c'est vraiment un mindset. Vous allez vous dire, ok, là, j'ai fait ça. Un exemple tout bête, après mon école d'ingénieur, j'ai fait un stage à la SLN, il n'y avait pas de job. Mais pour moi, il était hors de question de rester à rien faire. Donc j'ai fait de l'arboriculture. J'allais demander aux agriculteurs combien de fruits et de légumes ils allaient produire pour éviter les importations. C'était rien à voir avec ce que j'ai fait en école d'ingé, mais absolument rien à voir. Par contre, j'ai appris à être au contact des gens, à avoir un discours aussi adapté en fonction du public que j'avais. Ça a développé aussi mes relations interpersonnelles. J'ai appris et j'ai pu avoir aussi plein de plantes à mettre dans mon jardin qui poussent chez mon père avec des fruits assez bizarres parfois. Tu apprends des choses et c'est ce que, comme Audrey disait, il faut s'outiller et il faut savoir retirer le bon de chaque expérience et surtout ne pas avoir peur de recommencer et de se découvrir. Et aujourd'hui, c'est ça et demain, ce sera peut-être autre chose. Qui sait ? Et c'est OK. C'est vraiment OK.
Nicolas, un petit mot? Ouais, rapidement. Moi, la réponse la plus synthétique que je peux donner, c'est qu'il y a autant de carrières qu'il y a d'individus sur cette planète. Tout simple. Et donc, à partir de là, le conseil que je peux vous donner, c'est regarder les parcours d'autres personnes et piocher une partie de ces parcours pour faire votre propre parcours. Voyez comment cette personne en est arrivée là, qu'est-ce qu'elle a fait avant, dans quelle association elle s'est engagée, dans quelle entreprise elle a travaillé, quelle formation ou diplôme elle a fait en milieu de sa carrière. Mais il n'y a pas un parcours figé, il y a autant de parcours qu'il y a d'individus. On a une question et ça sera la dernière. Attention. Hein. Donc bonjour, je m'appelle Timothée. Ma question s'adresse du coup à Thibaut. Vous avez souvent fait allusion à un vrai livre. Ma question est la suivante. Quel est le problème? C'est le support sur lequel on apprend des choses ou c'est ce qu'on consomme sur le support? Parce que finalement, un écran, c'est comme un livre. C'est un support qui est différent. La question, c'est qu'est-ce qu'on va consommer sur ce support? Et donc finalement, apprendre d'un livre ou d'un écran, c'est pas si différent ou pas? Question très pertinente et j'étais en train de faire un appel à mes souvenirs d'un excellent bouquin d'un auteur que j'adore des années 50-60 et il faudra que je t'envoie les refs parce que du coup qui a fait tout un bouquin sur l'objet justement et donc je t'enverrai les refs parce que là du coup il me sort de la tête. Alors je suis un ancien, je suis né en 81 donc pour moi l'objet est important. Et la tablette numérique, c'est sympa, mais c'est quelque part une forme de dématérialisation de la pensée, etc. J'aime l'odeur du papier et je pense que derrière l'odeur du papier, il y a un romantisme et il y a des émotions attachées à l'objet en lui-même. Sébastien, tu veux ajouter? Oui, où je suis pas. Alors j'utilisais aussi le terme livre, mais là où je suis pas d'accord avec Thibaut, alors je suis encore plus vieux que lui. C'est le papyrus. Donc à mon époque, c'était des tables gravées en 1970. Par contre, un témoignage personnel, la lecture a été pour moi un calvaire quand c'était des livres. Je n'ai jamais lu un livre jusqu'à ce que les tablettes sortent. Parce que c'est un vrai calvaire d'avoir un livre et de tourner les pages. Je ne supporte pas ça. Par contre, effectivement, je te rejoins, depuis que les tablettes sont sorties, j'en dois lire un par semaine, ou sur des sujets qui ne sont pas des romans, etc. Donc effectivement, quand je disais de lire des livres, c'est soit des liseuses ou même sur des tablettes numériques, iPad ou Samsung, enfin je sais pas. Mais tu télécharges le livre et j'en ai lu, donc effectivement, l'objet, moi, l'objet, il me repousse. Un livre. Alors, je vois mes filles qui lisent des bouquins et plus le bouquin il est épais, plus elles sont contentes. Bon, bah, tant mieux. Moi, le truc, ça me fait, voilà, c'est un repoussoir. Par contre, sur le côté numérique, je lis énormément. Donc, pour toi, le sujet compte plus que l'objet. Oui, mais c'est ce qu'on en fait, en fait. C'est-à-dire qu'après, il y a certaines personnes qui vont être attachées aussi à l'objet en ce qu'il évoque, ou d'autres vont s'intéresser à ce que contient l'objet, donc du coup le sujet. Mais après, c'est à toi, et c'est justement le libre arbitre, c'est le centre de nos échanges depuis le début. C'est ce que tu vas en faire, ta capacité à interroger. Si c'est lire 300 pages d'Astrapi et jamais te poser de questions, c'est un échec, tu vois. Donc il faut savoir te dire, quand tu reposes ta tablette ou ton livre, en quoi il t'a ému, en quoi il t'a interrogé, en quoi il t'a bousculé, en quoi il t'a choqué, en quoi il t'a fait ouvrir tes chakras, ou te faire que du coup tu vas aller voir tes potes en leur disant, écoutez, je viens de terminer le jeu du roi de Raspail, bon sang de bois que ce bouquin me plaît, quoi, et j'ai envie de vous le faire lire, voilà. Bon, accessoirement, lisez-le, hein. Dernière réponse de Marie-Claude et après on clôture. Ok. Pour ma part, j'ai pas forcément beaucoup le temps de lire parce que j'ai un enfant qui me prend énormément de temps. Par contre, ça me manque, j'en ai besoin pour me stimuler, voilà, quand j'en ai pas, ça me manque. J'ai trouvé une alternative qui sont les livres audio. Je passe beaucoup de temps dans ma voiture, quand je cuisine, quand j'étends mon linge, quand je ramasse mon linge, je le mets.
Et en effet, je pense que c'est hyper intéressant. C'est aussi une autre façon. Et donc, pour rejoindre la question, oui, c'est plutôt ce que tu consommes et les mécanismes que ça va générer chez toi, en fait. Cette réflexion, cette analyse, cette remise en question. Et donc, c'est ça qu'on va chercher. C'est ça qu'on va chercher à développer. Et c'est surtout quand on vous dit d'éviter les écrans ou les réseaux, c'est de vous mettre en mode inactif et passif. Parce que ça vous tue, en fait. Ça tue, oui. Et ça tue votre intelligence. On va rester là-dessus. Merci Marie-Claude. On peut applaudir nos intervenants du jour. Merci beaucoup. Je passe la parole à votre proviseur. Merci. Mais écoutez, je voulais vous remercier avant de vous quitter pour cette table ronde. Remercier les élèves, les étudiants qui nous ont encore impressionnés par leurs questions et leur savoir. Et puis, un petit mot particulier pour l'équipe de Web TV, donc de Jules Garnier, Will et Hervé, je sais pas s'il est revenu. Voilà, donc si on devait le refaire... Si on devait le refaire, ça serait avec grand plaisir. Merci à tout le monde. Bon retour. Et puis à bientôt. Merci. Merci à tous. Merci au Cressica qui a soutenu cette table ronde. Merci aux intervenants et merci à vous. À bientôt.